est-ce que j'ai le droit, demande la personne qui écrit au rabbinat, est-ce que j'ai le droit de tuer un juif soldat allemand? La réponse du rabbinat je ne dis pas qu'elle est incroyable, mais elle est en concertation avec les idées de l'époque, c'est-à-dire, dorénavant, nous sommes juifs de religion, mais plus de nation. Et le pays que nous devons défendre, c'est la France. Il s'agit de David Shapira, vous le connaissez probablement, il est historien, il est également guide et il va participer à une conférence dans le cadre du Centre culturel virtuel de Qualita. Vous le savez, vous avez des rendez-vous tout à fait réguliers qui vous permettent, si on ne peut pas sortir, d'avoir accès à de la culture, à de l'information et d'apprendre beaucoup de choses sur l'histoire d'Israël, sur les personnages aussi qui ont fait notre histoire, sur Israël, sur plein de choses. Donc David Shapira, bonjour et bienvenue. Bonjour Cathy, bonjour à tous les auditeurs, auditrices de Radio Qualita. Alors on est ravis de te retrouver, David. Est-ce que tu peux nous parler, voilà, je sais que le thème de ta conférence est l'émancipation face au sionisme. De quoi exactement s'agit-il ? Eh bien, écoutez, dans la petite histoire du peuple juif, il y a eu beaucoup d'idéologies, de mouvements idéologiques, beaucoup d'idées. On a l'impression que les Juifs sont, d'un point de vue des idées, homogènes et que non, il y a eu énormément de révolutions internes au peuple juif, comme par exemple l'émergence de la chassidoute à la fin du XVIIIe siècle. Ça a été une révolution. L'émergence d'un autre mouvement qui s'appelle le Moussard, Tnuat HaMoussar. Il y a eu aussi l'émergence de Faux Messie, l'attente messianique, et l'émergence aussi de la place de la Kabbalah, de la Kabbale, à Tzfat au XVIe siècle. Et à la fin du XVIIIe siècle et début du XIXe siècle, suite à la Révolution française, il y a eu aussi l'émergence d'une autre idéologie, d'une autre conception de comment être juif, comment vivre sa judaïté, qui s'appelle l'émancipation. Alors, c'est pas tout à fait les Juifs qui ont choisi ce modèle. En tous les cas, ils ont poussé à ce modèle. Ils ont essayé de le faire passer le plus rapidement possible, avec beaucoup de motivation. Mais c'est la France, toujours la France, qui, le 27 septembre 1791, va accorder les pleins droits de citoyens aux Juifs aux Juifs de cette nation, aux Juifs qui habitent en France, dans le territoire français. Et on le verra dans la conférence. Qu'est-ce que ça a impliqué d'un point de vue conceptuel? C'est-à-dire, à quoi les Juifs se sont engagés lorsqu'ils ont accepté les pleins droits d'être français, mais surtout, Cathy, les pleins devoirs. Je dis ça parce que... Ça a révolutionné, alors outre la France, ça a révolutionné la conception du judaïsme en Europe. Ça a ouvert d'autres perspectives d'être juif, mais aussi citoyen. Ou c'était seulement, vous allez seulement vous concentrer sur ce qui s'est passé en France? Non, évidemment, je vais expliquer ce qui... D'abord, la France est un berceau très important des événements historiques liés au peuple juif pendant le 19e et au début du 20e siècle. J'explique pourquoi. Parce que cette révolution qui s'appelle l'émancipation va s'arrêter aux frontières de la Russie. C'est-à-dire qu'elle n'arrivera pas à franchir ou à séduire les masses juives en Russie. Alors c'est surtout en France que ça se passe. Évidemment, il y a après une influence, on en parlera, en Angleterre, en Allemagne, en Italie et en Autriche et dans toutes sortes de pays. Ce qui va changer à partir de maintenant, c'est que le juif n'est pas un personnage exclu qui vit dans un ghetto, qui a toutes sortes de privations et qui n'a pas le droit de rentrer dans les grandes villes en Alsace, qui n'a pas le droit de faire du commerce tel et tel jour, qui n'a pas le droit, toute une série d'interdictions spécifiques aux Juifs. Et du jour au lendemain, les Juifs obtiennent quasiment tous les pleins droits. Alors ça va changer. D'obtenir des droits, c'est très louable et c'est très sympathique. Mais il y a aussi des devoirs. Alors, j'en parlerai aussi pendant la conférence, mais j'aime bien toujours exprimer cet exemple-là. Vous savez, quand la Première Guerre mondiale a éclaté en août 1914, début août 1914, il y a un juif français qui a écrit au rabbinat français et qui a posé la question suivante. Voilà, je suis juif, pratiquant, observant des commandements, et dans les 10 commandements, qui sont quand même des commandements très importants, il y a écrit « tu ne tueras point ». Tu ne tueras point.
Maintenant, je suis combattant dans l'armée française, puisque je remplis mon devoir, et je vais prendre ma baïonnette et on va m'envoyer au front. Et puis à un moment, on va me dire à l'attaque, et je vais attaquer. Et avec ma baïonnette, je vais transpercer un soldat allemand, qui lui combat du côté allemand. Et juste avant de mourir, il va mettre sa main devant les yeux et il va faire le Shema Israël. Donc, est-ce que j'ai le droit, demande la personne qui écrit au rabbinat, est-ce que j'ai le droit de tuer un juif soldat allemand, alors qu'il est écrit tu ne tueras point. La réponse du rabbinat est, je ne dis pas qu'elle est incroyable, mais elle est en concertation avec les idées de l'époque, c'est-à-dire, dorénavant, nous sommes juifs de religion, mais plus de nation. Nous sommes de nation française, notre capitale n'est plus Jérusalem, c'est Paris. Et le pays que nous devons défendre, c'est la France. Et donc, non seulement on n'enfreint pas le commandement d'assassiner un frère juif quand on part pour la guerre au nom de l'étendard français, mais c'est une obligation de tuer son ennemi, je dirais évidemment même juif. Juif ou pas, ouais. Et de la même façon qu'il y aura des soldats catholiques français qui tueront des soldats catholiques allemands sur le champ de bataille, et qu'il y aura des soldats protestants français qui tueront des soldats protestants allemands, nous avons le devoir de défendre la France, qui est maintenant notre patrie. Donc vous voyez, ça va très loin. Maintenant, encore une dernière chose, on en parlera pendant 1 heure, c'est très intéressant, parce que l'émancipation a été perçue en France et ailleurs, dans tous les pays, comme le modèle ultime pour rendre les Juifs, ce qu'on appelle heureux et utiles. C'est-à-dire la formule, la recette. Pour les intégrer, on va dire, pour les amalgamer à la population. Non. Même pas ? Non, il ne s'agissait pas d'amalgamer, il ne faut pas confondre assimilation et émancipation, ça n'a rien à voir. Okay. Assimilation, c'est quand on s'assimile et on perd son identité. Non, à partir de l'émancipation, on est français ou anglais ou allemand ou... Mais on reste juif. Mais on est de religion juive, pas de nation, de religion juive. Et donc on a tous les devoirs d'un citoyen. Et si vous voulez, avant l'émancipation, les juifs étaient malheureux parce qu'ils avaient toutes sortes de privations, parce qu'ils étaient exclus, parce qu'ils étaient, mis à l'écart et mis de côté. Hein. Et l'émancipation leur donne des droits égaux. Et les juifs sont heureux. Donc les tenants de l'émancipation sont extrêmement heureux de cette formule et vont essayer, si vous voulez, de l'exporter avec l'Alliance française universelle, par exemple, l'Alliance israélite universelle, et va essayer d'exporter ce modèle d'émancipation dans les pays où les Juifs ne sont pas encore émancipés, comme en Roumanie, comme en Afrique du Nord. Mais, et là c'est ce qu'on verra, l'affaire Dreyfus, c'est pour ça que la France est tellement importante, parce qu'il n'y a pas d'autre affaire Dreyfus dans aucun autre pays à cette époque, l'affaire Dreyfus et des pogroms qui vont se succéder en Russie vont, si vous voulez, éclater cette conception, on va la fragiliser, la fracturer, et parmi les juifs émancipés, parmi ceux qui croient que l'émancipation est la bonne formule pour rendre un juif heureux et utile, pourquoi je dis heureux et utile? Parce que c'est un mémoire que l'abbé Grégoire avait écrit à la Révolution française, comment rendre les juifs heureux et utiles. Il avait dit donnez-leur les pleins droits, mais qu'ils aient aussi les pleins devoirs. Donc, ce modèle va se fracturer au moment de l'affaire Dreyfus et au moment des pogroms qu'on a appelés les tempêtes du désert, sous Soufot Negev, et parmi des juifs émancipés, éloignés du judaïsme dans la pratique, comme par exemple Herzl ou Bernard Lazare ou d'autres, eh bien, ils vont essayer de réfléchir à une autre conception qui peut rendre le juif heureux, et là va apparaître le sionisme comme une autre solution. Et ces deux idéologies, sionistes pourquoi? Parce que l'antisémitisme est trop présent, l'antisémitisme est trop ancré, et il faut, pour mieux combattre l'antisémitisme, essayer de rassembler les juifs pour qu'ils puissent se protéger, car l'antisémitisme est une maladie incurable et elle nous poursuivra jusqu'à la fin des temps. Alors, si déjà c'est une maladie incurable et qu'elle nous menace, réunissons-nous dans un pays où on sera capable de se défendre, on sera capable d'assurer la sécurité des juifs qui sont persécutés. Ça, c'est l'idée, grosso modo, de Théodore Herzl, mais on le verra en détail, c'est très intéressant comment l'acheminement. Vous allez expliquer le mécanisme, comment Herzl est arrivé à cette conclusion qu'il fallait un État. Et j'expliquerai encore une fois, Cathy, pour les Juifs. Ouais. Pourquoi l'État d'Israël a été créé à Paris, près de l'Olympia, tout à côté du magasin Chanel aujourd'hui dans la rue Cambon.
C'est là que l'État d'Israël a été créé, réellement. Bon, mais j'expliquerai ça dans la conférence, on va laisser un peu de suspense. Ah, là, vous nous laissez du suspense, évidemment. Voilà. J'imagine que beaucoup... Mais l'État d'Israël a été créé à Paris. L'État d'Israël a été créé à Paris, dans une rue qui s'appelle rue Cambon, sans aucun doute, et j'expliquerai pourquoi. Lorsqu'il y aura cette conférence. Alors, si vous voulez, sionisme et émancipation vont lutter, vont essayer de persuader chacun que la vérité est avec lui. Si vous voulez, il y aura une lutte assez violente. Entre ces deux courants, bien sûr. Ces deux courants jusqu'à la Shoah. Jusqu'à la Shoah, c'est environ 50 ans, 50-60 années où vraiment la lutte est... Jusqu'à la Shoah où les sionistes, entre guillemets, vont dire aux émancipés, regardez les fruits de votre émancipation, mais les juifs émancipés vont quand même réussir un coup de main formidable, ils vont se rapprocher du sionisme, tout en laissant une porte pour ceux qui veulent rester en diaspora, sous toutes sortes de prétextes, d'explications. C'est très intéressant. On voit qu'il y a Est-ce que ces explications de ce courant, pro-émancipation, est-ce que c'est toujours la raison pour lesquelles, ou en tout cas on s'en sert toujours comme raison pour ne pas venir en Israël ou pour considérer qu'on peut vivre tout à fait normalement en étant juif en dehors d'Israël ? Ah oui, vous avez des juifs qui sont antisionistes, c'est-à-dire qui sont contre même l'idée d'un État pour les juifs, qui pensent qu'un tel État est un État raciste, est un État religieux, et qui n'a en rien à l'image de ce que devrait être une nation moderne et je dirais éclairée, et qui pensent que il y a une justification à la présence des Juifs. Alors il y en a évidemment, c'est pas beaucoup, il y en a pas beaucoup, il y en a de moins en moins, mais il y en a eu beaucoup. Il y en a beaucoup, c'est-à-dire qui font beaucoup parler d'eux, quoi. Et il y en a. Et ils expliquent qu'après la Shoah, justement, le monde a compris la leçon et que la Shoah ne pourra pas recommencer ou se répéter. Et donc, maintenant, il n'y a plus aucune raison de vouloir à tout prix bâtir un État juif. Ça existe. Alors, ils ne sont pas nombreux, parce qu'on a trouvé maintenant une formule, si vous voulez, qui concilie un peu les deux, c'est-à-dire qu'on peut être un militant, c'est comme ça qu'on les appelle, un militant sioniste très chaud, quoi. Vous savez, il y a un livre qui a été écrit par Roger Ascot qui s'appelle Les sionistes du dimanche, parce que c'était ces juifs militants sionistes qui allaient manifester pour Israël le dimanche. Alors le dimanche, ils étaient sionistes, mais le lundi, ils revenaient travailler normalement, je veux dire entre guillemets, et mettaient leur engagement de côté jusqu'au dimanche prochain. Donc c'est un livre qui se moque un peu de tous ces militants qui sont sionistes. Mais aujourd'hui, on a trouvé, si vous voulez, une formule qui nous vient de Philon d'Alexandrie d'ailleurs, qui a été exprimée à maintes reprises par le grand rabbin Jacob Kaplan, grand rabbin de France, qui était lui-même sioniste, et qui disait on peut aimer deux patries, on peut être fidèle à deux patries en même temps, sans qu'il y ait une contradiction, sans qu'il y ait une double allégeance. Il parle évidemment d'Israël et de la France, et il citait ce célèbre exemple de Philon d'Alexandrie qui disait on aime son père et on aime sa mère, on ne nous demande pas de choisir entre les deux. C'est-à-dire, heureusement, on a de la place dans notre cœur pour aimer ses deux parents, et pas un uniquement. La même chose pour la patrie, on peut aimer deux patries, d'autant plus que pour ces personnes-là qui se rapprochent du sionisme, les valeurs partagées et par la société française et par la société israélienne sont semblables. Voilà, se ressemblent et sont similaires. Voilà, ok. Alors, en tout cas, on comprend que ça va être une conférence extrêmement riche. Je rappelle le thème. Vous nous avez déjà mis l'eau à la bouche avec l'anecdote concernant la création de l'État d'Israël que vous ne nous avez pas dévoilée, mais il faudra écouter forcément la conférence. Donc, l'émancipation face au sionisme. Tout va y passer. On va parler apparemment de l'histoire de France, mais aussi de l'histoire d'Israël et du sionisme. On est très content que vous donniez cette conférence. Je pense que ça va passionner beaucoup de gens. Voilà. Alors, évidemment, on mettra le lien d'inscription sous la vidéo. Est-ce que vous pouvez nous redonner l'heure et la date de cette conférence ? Vous ne la connaissez pas ? Alors, on m'a dit que c'était le 10 novembre, mais on ne m'a pas dit encore l'heure. Donc, apparemment, je compte sur vous pour éclairer nos... Ok, on mettra le lien, voilà. En tout cas, merci beaucoup. Vraiment, je vous engage tous ceux qui nous écoutent, à suivre cette conférence de notre ami David Shapira, guide et historien. À très bientôt, David. Au revoir, à bientôt. Au revoir, ciao.